bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Tweet Play consacré à l'Ivy League. Aujourd'hui, épisode numéro 3 de la saison. On va revenir sur la semaine 3 de compétition et se projeter sur la semaine 4. Une semaine 3 pleine de surprises, des bonnes et des moins bonnes. On verra ça un petit peu plus tard. Toujours est-il qu'après 3 semaines de compétition, il n'y a plus que Dartmouth qui est invaincu en Ivy League. Petite surprise quand même. Enfin, oui et non quand on voit quand même le talent qu'il y a sur le terrain pour le Big Green. Je vous propose de commencer donc par la bonne surprise de la semaine. C'est la victoire de Harvard contre New Hampshire. Contre les Wildcats, victoire 28-23 dans un match qui avait lieu vendredi soir. New Hampshire qui était d'ailleurs classé numéro 18 du pays. Harvard qui est allé chercher cette victoire au forceps parce que offensivement ça a été relativement compliqué. Jaden Craig, le quarterback, ne sort pas son meilleur match et c'est un doux euphémisme de le dire. 10 sur 23 pour lui. Et seulement, non, parce que ça fait 204 yards, donc vous faites le calcul, ça fait 20,4 yards par passe complétée par Jaden Craig, c'est plutôt cool. Victoire au forceps, puisque en plus Shane McLaughlin, le running back numéro 1 du Crimson, n'était pas là, a priori pour blessure. Harvard est allé chercher donc cette victoire au sol. Ils ont réussi à museler les Wildcats, seulement 46 yards pour New Hampshire contre 144 pour Harvard. Harvard qui rebondit bien après la défaite de la semaine dernière face à une équipe très costaud quand même en ce début d'année. Donc voilà, belle victoire qui va relancer la saison du Crimson, mais attention quand même, il y a toujours les mêmes failles qui apparaissent, notamment offensivement avec une attaque qui souffre quand même le chaud et le froid. C'était un match relativement équilibré, mais Harvard a quand même, on va dire, a passé la seconde en seconde. Ils étaient menés à la mi-temps 16-14, mais voilà, ils ont été plutôt bons. Charles Deprima a continué à venir toujours dans ce packaging de quarterback. Il a tendance à venir jouer quand ils sont en proche de la end zone, en red zone. En général, Charles Deprima arrive pour donner ce côté, ce qui va passer, ce qui va courir. D'ailleurs, le dernier touchdown de Harvard, c'est Charles Deprima au sol. Voilà, ça, c'est hyper difficile à défendre pour les défenses. Qui rencontre le Crimson, mais c'est vrai que voilà, à la passe, Charles Deprima, c'est pas ça, donc sur des situations en first and goal, ça pose pas de problème, mais sur des choses un petit peu plus, quand il s'agit d'étirer un peu plus le terrain, c'est un peu plus compliqué. Voilà, toujours est-il que c'est une belle victoire pour Harvard, qui montre quand même qu'il faudra compter avec eux cette année. On va partir du côté maintenant de la grosse déception du jour, c'est les Bears de Brown qui accueillaient, j'ai du mal, je sais pas pourquoi ils voulaient qu'ils se déplacent du côté de Bryant, mais pas du tout. Ils accueillaient les Bulldogs de Bryant. Brown qui restait quand même sur une super performance et une victoire contre qui? Contre Harvard, non, si je ne dis pas de bêtises, moi je confonds avec oui, contre Harvard, c'est ça. Je confonds, c'est le match chez Cornell Harvard ce week-end, on va y revenir après. Donc pardon, Brown qui était grandissime favori face à Bryant, malheureusement patatrac, défaite 42-35. D'ailleurs les Bulldogs se marquent un TD toute la fin de match, il restait plus qu'une minute 45, malheureusement derrière le drive de Brown est arrêté sur un sac. Que dire et ben déjà félicitations à Jared Guest, le quarterback des Bulldogs, 26 sur 39, 337 yards, 4 TD. Grosse performance de sa part et de son receveur numéro 1, Landon Ruggieri, quasiment 200 yards et 3 TD pour lui. La secondary de Brown, dont on pensait quand même qu'elle allait être une des forces cette année, a été nulle. Voilà, je sais pas si nul c'est le terme consacré, mais ça fait pas vraiment une grosse analyse, mais disons qu'il y a eu énormément de difficultés à arrêter le jeu à la passe de Bryant. Alors, on n'est pas vraiment surpris que la défense, voilà, c'est un peu la gimmick cette saison chez les Bears, une grosse attaque et une défense poreuse, mais voilà, là ça a été vraiment très trop poreux cette semaine pour embêter Bryant, parce que voilà, Bryant c'était quand même une équipe qui était en grosse difficulté, une seule victoire depuis le début de la saison, et la défense avait tendance quand même à prendre énormément de points, 48 contre Delaware, 43 contre Holy Cross, donc là ils en ont pris encore 35, mais on s'attendait quand même à un peu plus de la part de Brown, sachant que Jack Wilcox a quand même eu des difficultés à la passe, du déchet, 21 sur 38, quasiment 300 yards, mais voilà, c'est pas suffisant pour l'emporter.
Voilà, Brown qui retombe dans ses travers. À voir comment ils vont être capables de remonter la pente, parce que cette défaite-là, elle fait quand même un petit peu de mal. Parce que voilà, la semaine dernière, c'était une jolie victoire contre Harvard, et voilà, on retombe dans ses travers. Voilà, je le répète semaine après semaine, mais chaque semaine, les semaines qui suivent ne ressemblent pas à la semaine précédente, notamment en Ivy League, où on a quand même tendance quand même à avoir des jeunes étudiants à tête qui soufflent le chaud et le froid, et ça a été très clairement le cas. Voilà, donc il faut tempérer. Alors, qu'est-ce qu'il faut tempérer? C'est la victoire contre Harvard la semaine dernière, ou cette victoire ou cette défaite contre Bryant? Je ne sais pas. Je dois avouer que je suis assez circonspect par rapport à cette équipe de Brown. Voilà, moi je l'avais mis dans le pack du milieu de la Ivy League, et je pense qu'en fait c'est son véritable niveau, et que la victoire contre Harvard était un petit peu en trompe-l'œil. Voilà pour la grosse surprise de cette semaine. Alors, on a failli avoir une autre surprise négative, c'est Yale qui recevait Central Connecticut. Il me semble que c'était le premier match entre les deux programmes d'ailleurs. Victoire au forceps 23-22, dans un match où quand même Yale était grandissime favori des bookmakers. Ça a été compliqué. Victoire donc 23-22. Ça a été compliqué à plus d'un titre. Ça a été compliqué parce que offensivement c'est toujours aussi dur pour Yale. Alors, compliqué à la passe plutôt qu'au sol. Au sol ça fonctionne toujours bien. Joshua Pitsenberger, gros match encore de sa part. Yale a réussi à capitaliser sur les pertes de balles des Blue Devils de Central Connecticut, mais offensivement c'est quand même toujours aussi dur. Un TD pour passer devant en quatrième quart-temps. Derrière, la défense arrive à verrouiller tout ça. Mais j'ai quand même pas vraiment été emballé par ce que j'ai vu de la part de Yale. Voilà, qui me semble quand même en deçà de ce qu'on aurait pu attendre d'eux. Voilà, il y a toujours ce problème de quarterback. Yale et Princeton, même combat. On va revenir chez les Tigers un petit peu après. Voilà, toujours est-il que Yale remporte ce match-là. Il fallait le faire. Ils basculent à 2-1, ils sont à 0 en Ivy League, donc voilà, donc sait-on jamais. Mais je pense que contre des équipes un peu plus fortes de type Penn, Harvard ou Dartmouth, ça risque d'être quand même compliqué pour les Bulldogs, parce que pas de QB play, et que voilà, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un QB, on va dire, à la minimum moyen pour aller loin en Ivy League. Voilà, je pense surtout cette année où il y a quand même énormément de bons quarterbacks sur les équipes de haut niveau. Je pense que Yale, ce manque-là au poste de quarterback, ça risque quand même d'être compliqué. Grant Jordan, voilà, sort un match moyen, 16 sur 31, 146 yards, un TD. Voilà, mais heureusement le jeu au sol était là pour sauver les meubles du côté de Yale, qui aura un peu plus fort à faire ce week-end. Dernier match qui concernait une équipe d'Ivy League contre une équipe qui n'était pas membre de l'Ivy League, c'est Cornell qui accueillait Albany. Alors, si on regarde le score final, vous dites, oula, il y a 31-10 pardon, pour Albany, pour les Great Danes, ça a été un match en sens unique. Et ben pas du tout. Albany a marqué 2 TD vraiment en toute fin de match. Cornell a fait ce qu'ils ont pu avec leurs armes, voilà, mais offensivement, malheureusement, cette semaine, ça n'a pas cliqué. Alors, autant la semaine d'avant contre Yale, ça avait tout fonctionné, autant là, c'était un petit peu plus compliqué. Albany, c'est une bonne équipe aussi, hein, voilà, il faut savoir quand même reconnaître ça. C'est-à-dire, alors, ils ont un bilan de 2-3, on est d'accord, mais ils ont perdu contre West Virginia, ils ont perdu contre Idaho, qui sont quand même voilà, une bonne équipe de FCS et une équipe FBS, donc voilà, ça montre quand même que c'est pas si nul que ça, les Great Danes. Voilà, Jameson Wang, du côté de Cornell, a été bon, mais pas de jeu au sol. Voilà, en fait, vous allez... pour ceux qui suivent de loin, en fait, il y a l'incapacité en Ivy League à avoir des équipes complètes, aussi bonnes en attaque à la passe qu'en attaque au sol. Et le jour où une équipe arrive à mettre en place et son jeu au sol et son jeu à la course, et son jeu à la passe, pardon, ils sont carrément inarrêtables. La semaine dernière, pardon, ça a été le cas pour Cornell. Cette semaine, pardon, contre les Great Danes, ça a été plus compliqué. Et en résultat, une défaite, grosse défaite 31-10. Voilà, un petit peu rageant quand même pour le Big Red, qui sortait d'une belle victoire contre Yale, mais voilà, on sait, nouveau head coach. Une année un peu de transition quand même s'ils ont Jameson Wang en poste de quarterback qui est quand même
je le répète, un des meilleurs quarterbacks d'Ivy League, voire de FCS tout court. Voilà, il y a quand même un manque de talent, on va dire, sur certains postes pour très clairement embêter les bonnes équipes de FCS de manière régulière. Voilà, ils ont embêté Yale la semaine dernière, mais là c'était trop compliqué pour Cornell. Donc Cornell qui bascule à 1-2. Voilà, donc un petit peu décevant. Deux matchs d'Ivy League qui ont eu lieu cette semaine. On va commencer par Princeton qui se déplaçait du côté de Columbia. Columbia, voilà, qui avait fait très forte impression en semaine 1, qui était malheureusement perdu contre Georgetown en semaine 2. J'avais donné Princeton gagnant, et en fait, comme d'habitude, je suis nul en prono. Victoire de Columbia 34-17, avec notamment le retour de Chase Godwin au poste de quarterback pour les Lions, qui a fait énormément de bien. De leur côté, les Tigers, voilà, toujours aussi compliqué au poste de quarterback. Les deux Blaine voilà, ont quand même pas le niveau de Blaine Stenstrom de l'année dernière et des années précédentes. Donc la semaine dernière, c'était Blaine McAllister, le senior qui était titulaire contre Howard, une performance absolument putride, on était revenu dessus, 5 sur 19. Là, c'est l'autre Blaine qui a joué, c'est Blaine Ipa. Une performance, pareil, loin d'être folle, 16 sur 28, un TD, 2 interceptions. John Volkner a eu un peu plus de mal au sol que les semaines précédentes. Et du côté de Columbia, encore un gros match de Joey Georgie, un bon match de Chase Godwin, voilà. Tout a cliqué pour eux. Et voilà, donc forcément, les Lions, ils basculent à 1-0 en Ivy League, bilan de 2-1. C'est vrai, ça va vraiment, être une équipe hyper chiante à jouer quand même, parce que ils ont quand même trouvé, je pense, leur quarterback avec Chase Godwin, on sent que le nouvel coach, c'est un coach offensif, qu'il y a effectivement quand même du talent, et que voilà, que Joey Georgie est un meilleur running back de FCS tout court, et que voilà, forcément, ils vont emmerder du monde. Du côté de Bob Sura et de ses Tigers, c'est quand même un petit peu la soupe à la grimace, et moi je suis quand même très inquiet. Je suis très inquiet parce que si offensivement ils n'arrivent pas à trouver leur rythme de croisière, alors je pense qu'ils vont rester sur Blaine Ipa plutôt que Blaine McAllister, pour être tout à fait honnête, parce que il y a quand même des choses un petit peu, c'est quand même un peu moins mauvais avec Ipa qu'avec McAllister. Je pense que quand même ils seront limités par leur QB play, ça c'est clair, parce que paradoxalement, ils ont quand même une attaque au sol qui est quand même plutôt intéressante avec AJ Barber et John Walker. Voilà, ça c'est mon point de vue des Tigers. Ça m'étonnerait pas de les voir quand même sur la deuxième partie, en deuxième moitié d'Ivy League cette année. Voilà, je suis côté Bob Sura, je suis quand même pas hyper confiant sur ce qu'ont montré les Tigers depuis le début de l'année. Alors, au contraire des Lions qui, eux, avec un nouvel head coach, ont réussi à faire une transition beaucoup plus rapide et beaucoup plus intéressante, avec un vrai jeu offensif cette année. Ça fait quand même hyper plaisir, surtout quand on se souvient des purges de l'année dernière. Dernier match, c'était probablement le match de la semaine en Ivy League. Mon petit favori, Penn, qui se déplaçait du côté de Dartmouth. Je suis nul en prono. Victoire de Dartmouth 20-17 dans un match où à aucun moment, en fait, j'ai regardé le match, je me suis dit, allez, c'est sur ce drive que Penn ils vont faire la différence, c'est sur ce drive que Penn va faire la différence. Et ben non, jamais. Aiden Seyin a été en énorme difficulté, 11 sur 27, seulement 123 yards, pas un TD. Bon match de Malaki Osley au sol, en revanche, 82 yards et 2 TD pour lui. Mais punaise, cette défense de Dartmouth n'a jamais laissé Aiden Seyin faire ce qu'il avait envie de faire. Jared Richardson, j'ai dit quoi en match de preview, il va vouloir faire un gros match. L'année dernière ça s'est mal passé, 2 réceptions pour 18 yards pour lui. Voilà, donc je ne sais pas ce qui fonctionne bien pour le Big Green contre les Quakers, mais en tout cas ça fonctionne vraiment très bien. Alors c'était un match hyper important pour Dartmouth dans l'optique à la Ivy League, mais c'était aussi un match hyper important pour Dartmouth dans tout le décorium FBS le college football de manière générale, puisque c'était un match hommage à Buddy Stevens, l'ancien head coach du Big Green décédé l'année dernière. Le stade portera d'ailleurs maintenant son nom. Voilà, c'était une figure. Alors, on
comment dire, c'est pas forcément hyper connu parce que voilà, il est coach FCS, etc., etc. Mais il a fait énormément pour la sécurité des joueurs, notamment au niveau des plaquages. Il a été d'ailleurs reconnu pour ça cette semaine. Voilà, c'est un homme voilà, brillant, un homme profondément humain d'après tous les retours des gens qui l'ont côtoyé. Et voilà, son décès est une grande perte pour le college football et même pour le monde du sport universitaire de manière générale. Donc voilà, une pensée pour Buddy Tyvens, et je pense qu'effectivement le Big Green a joué avec cette motivation supplémentaire, et ça s'est ressenti avec un excellent match de Jackson Proctor, le quarterback du Big Green. Vraiment, vraiment, il devient quand même très intéressant. Il y a peu de déchets à la passe. Il y a quand même ce profil un peu coureur. Alors on l'a moins vu cette fois-ci, mais il a beaucoup plus passé que couru. Mais c'était quand même hyper intéressant. Un vrai jeu au sol aussi avec Quid Jones, le running back qui se découvre un petit peu cette saison. Même si voilà, il sort quand même d'une bonne saison l'année dernière où il avait couru près de 500 yards. Mais voilà, il y a un one-two punch intéressant quand même au niveau des running backs avec Quid Jones et Desmond Jackson. Quasiment 100 yards pour les deux. Voilà, c'est quand même très intéressant. Moi, je suis assez hypé. Alors, les Quakers, je les avais donnés favoris. Mais voilà, Aiden Sein, quand il a un jour sans, et ça a été le cas, il a été très emmerdé vraiment. Jamais ils ont quadrillé vraiment la secondary de façon vraiment très très... c'était vraiment un super match de la part du Big Green. Et à aucun moment ils ont laissé les Quakers rentrer dans la partie, parce que je pense que Aiden Sein, ça fait partie de ses quarterbacks s'il commence à trouver du rythme, et avec Jared Richardson notamment, c'est compliqué à arrêter. Là, bam, seulement 17 points marqués, dont 14 dans le deuxième quart-temps. Donc voilà, vraiment une seconde période de la part du Big Green absolument formidable. 211 yards à peine pour les Quakers. Enfin là, je répète, c'est une équipe qui était explosive en attaque. 211 yards. Voilà, ils ont plus du double de yards pour le Big Green. Voilà, ça vous donne à quel point ils ont dominé au niveau des stats. Alors là, ça ne veut pas tout dire, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, Dartmouth a été tout simplement meilleur sur ce match-là. Voilà, donc félicitations à eux, et ils sont très clairement l'énorme favori à leur succession. Enfin, parce que pour moi, c'est quand même très clairement l'équipe la plus complète, avec un très bon jeu au sol, avec une énorme défense et avec un très bon jeu à la passe aussi. Voilà, c'est celle qui a très clairement donné le plus de garantie après 3 semaines, et c'est pas pour rien que c'est quand même la seule qui est invaincue jusqu'à présent. On part sur la semaine 4. La semaine 4 qui va commencer ce soir si vous écoutez le podcast vendredi, et qui aura déjà commencé hier soir si vous commencez. Écoutez, le samedi, Harvard qui va jouer vendredi soir pour la deuxième fois consécutive, puisqu'il se déplace du côté de Cornell pour un match donc Ivy League. Rendez-vous à minuit, ça c'est plutôt bien, c'est pas trop tard si vous voulez commencer à regarder les matchs sur ESPN 2. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Les matchs devraient être faciles à trouver et relativement facile à regarder pour un vendredi soir. Harvard est bien évidemment favori, avec donné favori de 12 points. Voilà, je donne pas cher de Cornell, comme pour être tout à fait honnête. Je pense que effectivement la victoire contre Yale en semaine 2 était un peu une anomalie face à une équipe de Yale qui a quand même pas mal de mal de manière générale. Et je pense que Harvard effectivement est quand même beaucoup plus costaud. Voilà, Jaden Craig, est-ce que Chad McLaughlin sera de retour? C'est une bonne question. À voir si Cornell va être capable d'arrêter l'attaque de Harvard, parce que c'est toujours la même chose, et voir si Jameson Wong va réussir à trouver son rythme. Je vais dire quand même victoire de Harvard, peut-être plus serré que ce qui était prévu. Je vais dire victoire de 7 points, parce que c'est quand même du côté d'Ithaca. Voilà, donc match à minuit le vendredi soir. 5 matchs donc le samedi. Je vais commencer par les matchs qui ne concernent pas 100% d'équipes en Ivy League. Donc on va commencer un match à 18h. Columbia qui se déplace du côté de Wagner, donc pour un duel new-yorkais. New-yorkais. Quoi vous dire sur ce match-là? Je crois que c'est la 5e confrontation entre les deux programmes de l'État de New York. Les Seahawks de Wagner, on fait un coucou
on fait un coucou à... putain, je perds son prénom. À Jean, pardon, ancien de Minayo Campus, Jean qui est passé par Wagner. Voilà, voilà. J'ai l'impression de parler de Wagner tout le temps en plus en ce moment. Bref, les Lions, c'est un match à ne pas perdre, hein, très clairement. Ils sont favoris à mon avis de quasiment 14 points. Gros match la semaine dernière. Là, pareil, Wagner qui voilà, est pas en soi pas mauvais. D'ailleurs, ils sont à 3-3, mais il y a une victoire contre une équipe de Division 2. Grosse défaite contre l'EI. Grosse défaite contre Florida Atlantic. Florida Atlantic est quand même vraiment pas bon cette année. Voilà, moi je donne quand même Columbia vainqueur. Donc attention quand même à Jake Kelly, le quarterback, à voir ce que ça va donner. Mais voilà, ils ont tendance à prendre des points face à la grosse attaque de Cornell, pas du tout, de Columbia. Ça devrait être quand même plus compliqué pour les Sioux. Donc victoire, je pense, des Lions de 3 TD, on va dire, pour continuer dans leur belle lancée de début de saison. À 19h, Brown qui se déplace du côté de Rhode Island. Alors celui-là, concrètement, il y a 2 matchs qui vont être quand même très durs pour la Ivy League. Le Brown qui se déplace du côté de Rhode Island, ça en fait partie. Je suis assez surpris du spread. Le spread est de moins de 10 points, d'accord. Rhode Island est favori de 8 points et demi. Rhode Island, voilà, une équipe borderline top 25. Alors je ne sais plus s'ils sont classés ou pas. Ils sont à un bilan de 4-1. Leur seule défaite, c'est contre Minnesota. Bon, certes 48-0, mais une défaite contre Minnesota. Alors les victoires sont pas flamboyantes. Victoire forceps contre Holy Cross et Campbell, et Long Island d'ailleurs. Et Hampton, pardon. Leurs 4 victoires sont quand même un peu à l'arrache, mais toujours est-il qu'ils gagnent et qu'ils sont quand même favoris. Donc voilà, donc moi je suis quand même pas hyper confiant pour Brown qui vient de perdre un match un peu bourbier contre Maryland. Il rencontre une équipe plus costaud quand même avec les Rams. Une équipe qui fonctionne bien et à la passe et à la course. Je pense que ça va être dur. Voilà, moi je vais quand même donner les Rams vainqueurs de ce match-là. Parce que l'attaque va poser trop de difficultés à la défense de Brown, qu'on a vu qui était vraiment trop sur courant alternatif pour être considéré, pour faire considérer Brown comme un candidat au titre en Ivy League. Donc je vais donner Rhode Island vainqueur. Toujours à 19h, Penn qui accueille Bucknell. Donc Penn est donné favori bien évidemment. De plus de 2 TD. Penn va se servir de ce match-là, je pense, pour reprendre de la confiance en eux. Alors Bucknell, pareil, c'est pas une équipe qui est pas mauvaise, hein. Il y a une défaite contre Navy, voilà, pas dégueu, 49-21, des victoires contre l'IA, des victoires contre Marist, contre VMI, une défaite contre Merrimack. Pareil, une équipe quand même qui a l'air d'être sur courant alternatif. Attention à Ralph Rucker, le quarterback. Je pense que ça va être surtout ça. Il y a un bon jeu à la passe du côté du Bison, un mauvais jeu à la course pour caricaturer un petit peu l'effectif. Voilà, mais Penn a besoin de se rassurer. Et je pense que quand même Bucknell est quand même le candidat idéal entre guillemets, parce que la défense n'est pas forcément extraordinaire non plus. Ils ont tendance quand même à manger des points et des yards. Donc voilà, Aidan Sein doit refaire du Aidan Sein. Richardson doit refaire du Richardson. Malachi Huxley va continuer à faire son gros travail au sol. Donc je donne Penn vainqueur. Peut-être match plus serré quand même. 2 TD, j'y crois pas trop. Je dirais une victoire de 1 TD. Ça sera déjà très bien. Le dernier match qui concerne une équipe d'Ivy League et une équipe qui ne fait pas partie de l'Ivy League, c'est à 21h30. C'est probablement le match le plus compliqué de la saison, je pense même pour l'Ivy League. C'est Princeton qui se déplace du côté de Mercer. Mercer qui sont avec un bilan de 5 victoires pour 1 défaite. Non, je dis n'importe quoi, 5 victoires pour 0 défaite, excusez-moi. Ils ont gagné tout. Ils prennent pas beaucoup de points. Ils marquent beaucoup de points. Je pense que ça va être très compliqué. Je crois qu'ils sont classés top 10. Je crois que j'avais classé de mon côté 8 ou 9 de mon classement perso du top 25. Le spread est énorme. Je crois que c'est plus de 20 points. Enfin, quand on voit la gueule de Princeton, notamment en poste de quarterback, quand on voit la capacité que aux Bears de Mercer d'arrêter le jeu à la passe,
tu te dis, oh, ça va être le carnage. Ça va être le carnage, donc voilà, je dis une victoire des Bears. Et ça ferait quand même basculer Princeton à 1-3. Ça serait quand même, quand on connaît voilà, les bilans des dernières années de Princeton, ce serait quand même une énorme douche froide. Mais pas de bras, pas de chocolat, pas de QB, pas de victoire. Et je pense que ça va être très très compliqué. Donc je donne Mercer vainqueur. Et je pense que ça sera même plus que 3 TD. Parce que Mercer, c'est vraiment, vraiment une bonne équipe. Parce que Princeton n'est pas aussi simple que ça. Donc voilà. On a le droit à un autre match 100% en Ligue cette semaine. C'est Dartmouth qui se déplace du côté de Yale. Alors, ce match il est cool, Il aurait pu être encore plus cool si Yale avait décidé de savoir jouer au football cette année, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Mais voilà, Yale n'a absolument rien à perdre. Yale est déjà à 0-1 en Ivy League. En Ivy League. Voilà, je pense que ça va quand même être... en 0-1, pardon, je dis n'importe quoi. 0-1 en Ivy League, après leur défaite là contre Cornell en semaine 2. Dartmouth est très clairement le favori numéro 1 à l'heure où on se parle en Ivy League. Je pense que Dartmouth va s'imposer tranquillement à Yale. Et de la même façon que Princeton commence un peu à tirer la langue, je pense que Yale commence à tirer la langue aussi. Je suis assez inquiet. Je pense que les Bulldogs et Princeton, je les voyais un peu trop beaux. Et Dartmouth, pas assez. Et Dartmouth, je pense que va remporter le match. Alors peut-être pas tranquillement parce que ça reste un match un petit peu bourbier quand même. Alors... Est-ce qu'ils annoncent de la pluie? Parce qu'il y a la tendance à jouer sous la pluie. Là, je crois pas. Non, ils annoncent du beau temps. Pas trop chaud en plus, donc nickel. Je regarde le spread. Ouais, 4 points et demi. Ok, je suis assez surpris au vu de ce qu'a montré Dartmouth et surtout ce qu'a montré Yale depuis la saison. Mais je pense que Dartmouth va s'imposer de plus de 10 points au Yale Bowl du côté du Connecticut. Donc voilà, donc je vais faire un petit récap de mes pronos. Harvard, victoire du côté de Cornell. Donc je répète, match vendredi soir. Dartmouth s'imposera du côté de Yale. 18h samedi, Columbia s'imposera du côté de Wagner 18h samedi, Brown perdra du côté de Rhode Island 19h samedi, Bucknell perdra du côté de Penn, victoire des Quakers aussi à 19h samedi, et pour terminer Princeton va prendre une grosse fessée du côté de Mercer en Géorgie. Voilà, j'ignorais que Mercer était en Géorgie pour être tout à fait honnête, à 21h30 samedi. Voilà pour cette semaine 4 en Ivy League. Petit à petit, on va comment. Alors, je crois qu'il y a encore quelques matchs interconférences d'ici 2 semaines, une semaine ou deux de mémoire. Et puis après, on va rentrer dans des matchs 100% Ivy League. Même si vous avez vu que depuis le début de l'année, il y en a quand même au moins un par semaine. Cette semaine, il y en aura 2. Donc Harvard à Cornell et Dartmouth à Yale. Voilà pour un petit point de vue de la semaine 3 et de la prévue de la semaine 4. On se retrouve demain pour 1-2-6. On se retrouve lundi ou mardi pour le débrief de la semaine, en milieu de semaine pour le débrief du groupe of 5 et en fin de semaine prochaine pour l'Ivy League. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine de college football parce que, alors, bizarrement, la semaine dernière, je dis oui, vous inquiétez pas, la semaine elle va être puante, vous allez pouvoir regarder du FCS et tout, ça va être cool. Bah, on se trouve qu'elle n'a pas été puante du tout. Alors, sur le papier, cette semaine-là, elle est extraordinaire. À voir ce que ça va donner. Puisque voilà, vous connaissez le principe du college football. Maintenant, quand on n'entend rien d'une semaine, on est souvent très surpris. Quand on en entend trop, on est souvent assez déçu. Voilà, donc en tout cas, du côté d'Ivy League, ça va être une semaine plutôt cool, avec notamment, je répète, le Dartmouth du côté de Yale, qui va être sympa. Et si vous voulez voir des Tigers se vous faire désosser, Princeton du côté de Mercer à 21h30. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine de college football. A plus!